Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, nous allons pointer du doigt la maladie du lupus. Alors, le lupus, une maladie auto-immune qui touche la peau, les articulations et d'autres organes. Mais ça, c'est la définition que vous pouvez trouver puisque vous allez la trouver sur les réseaux. Quand vous allez voir votre copain Google, j'aime bien dire, vous trouvez cette définition. Ça ne nous dit pas tout. Alors, pour vous en dire plus ce soir, des professionnels qui connaissent la maladie. Tout de suite, place aux invités. Et ce soir, pour vous parler du lupus, on a avec nous le docteur Rassen Elorimi. Est-ce que j'ai bien prononcé, docteur? Bonsoir. Bonsoir Brigitte, c'est parfait. Merci à vous d'être ici. Vous êtes spécialiste en médecine interne au CHBT. Et on vous dit merci parce qu'on sait que le trajet il est un petit peu long et ça n'a pas été tout simple ce soir. Merci à vous d'être là. Nous avons avec nous Madame Nicole Tripoli, qui est la présidente de l'association Lupus Guadeloupe. Bonsoir Nicole. Bonsoir Brigitte. Qui était déjà avec nous il y a 2 ans. Ça passe vite, hein, on en a parlé. Et c'est surtout très important de dire qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Exactement. Et des choses plutôt bien, pour nous aider à évoluer dans tout le combat que vous menez autour de cette maladie. Juste à côté de vous, nous avons Madame Anani Angela, qui est psychologue. Bonsoir Angela. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi une psychologue? Eh bien, on en a tellement besoin quand on a cette maladie, et pas seulement pour la personne atteinte de la maladie, mais aussi pour son entourage. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Angela nous en dira un petit peu plus. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le docteur Elorimi. Déjà, pour vraiment planter le décor, il faudrait expliquer à nouveau ce que c'est que cette maladie, le lupus. Alors le lupus, donc c'est une maladie auto-immune, comme vous l'avez dit, Brigitte. Donc c'est une maladie où en fait notre système immunitaire, nos défenses immunitaires attaquent nos propres organes. C'est lié à un dérèglement entre la reconnaissance des éléments qu'on dit extérieurs au soi, donc le virus, les bactéries, et un dérèglement où on va reconnaître nos propres cellules. Et donc on a en fait notre corps entier devient un champ de bataille, la peau est touchée, le poumon, le cœur, les articulations. Et donc, plus l'activité auto-immune est forte et plus l'activité de la maladie est forte. Il s'agit en fait d'une maladie chronique où, en fait, qui va apparaître à partir de 15 ans jusqu'à l'âge adulte et qui va durer en fait toute une vie. Et on va essayer de contrôler cette maladie, mais elle évolue par poussée, par crise. Et on utilise des traitements pour baisser le système immunitaire, pour freiner l'activité auto-immune et ainsi contrôler la maladie. Comment diagnostique-t-on cette maladie, docteur? Alors le diagnostic peut des fois être facile ou peut des fois être un petit peu plus difficile en fonction des présentations, mais on va dire qu'il y a un ensemble de symptômes, de signes cliniques avec l'atteinte de la peau. On a une tache cutanée au niveau du visage rouge qui est assez marquante. On a aussi des signes articulaires avec un gonflement des articulations qui font mal la nuit, qui réveillent, qui sont insomniantes et qui sont chroniques. On a aussi d'autres signes un petit peu plus spécifiques avec des érosions dans la bouche, une perte de cheveux, on a une fatigue, on a voilà, un ensemble de symptômes. Et lorsqu'on a tous ces symptômes, on va pouvoir confirmer avec des tests auto-immuns. Donc c'est tout simplement sur une prise de sang. On va faire un contrôle biologique qui va nous permettre de mettre en évidence l'anticorps, l'auto-anticorps qui va signer cette maladie. Et lorsqu'on a l'ensemble des signaux cliniques et un test biologique positif, un anticorps, et ben on a une confirmation de la présence de cette maladie. Il faut savoir que des fois on a les signes cliniques mais sans l'anticorps, ce qui est très rare, mais ce qui est possible. Et des fois, on a l'anticorps sans la maladie aussi, sur les signes cliniques, ce qui témoigne juste des fois de la présentation juste du signe, comme ça, sur la prise de sang, mais ce qui ne définit pas la maladie. Donc cette phase de diagnostic, elle se fait lors du début de l'apparition des symptômes. La première fois, elle peut durer un certain temps.
on essaie de réduire cette phase de ce qu'on appelle d'errance diagnostique. On a les signes de la maladie, mais sans le diagnostic, parce que c'est là où il faut être assez actif et pas laisser les choses s'aggraver. Et puis une fois qu'on a le diagnostic, bon, on passe à la phase de traitement et on va après être suivi par un spécialiste, essayer de contrôler la maladie. Docteur, est-ce que nous connaissons les causes de cette maladie? Alors les causes sont un petit peu multifactorielles. C'est une maladie qui n'est pas complètement élucidée. On arrive à comprendre comment cette maladie fonctionne, mais l'étiologie, c'est pas évident. Donc on sait qu'il y a une partie génétique, on sait qu'il y a une partie environnementale avec le stress, la pollution, et on sait aussi qu'il y a des facteurs hormonaux, parce que cette maladie est plus présente chez les femmes à certaines périodes du cycle, et notamment pendant les grossesses. Donc l'ensemble de ces facteurs-là font le terrain de la maladie, mais on n'a pas identifié d'éléments causal évidemment précis. Nous allons revenir tout à l'heure avec vous sur le traitement ou les traitements pour cette maladie, le lupus. On va aussi parler de la grossesse, puisque visiblement, quand on en a parlé autour de nous, puisqu'on a eu quelques témoignages, visiblement c'est une période très difficile. On va revenir dans un petit moment. Angela, le docteur parlait de diagnostic, il parlait de symptômes. Est-ce que dès le début, on a besoin de l'aide du psychologue? Ce serait vraiment profitable, oui, que dès l'annonce, il puisse y avoir un entretien avec un psychologue, parce que l'annonce, c'est compliqué, comme toutes les maladies au long cours, où on sait qu'on va avoir un chemin important et long à faire. C'est bien que dès le départ, il y ait les conditions les plus favorables possibles pour que ce chemin se passe le mieux. Donc oui, si possible, un psychologue, un contact pour pouvoir déjà récupérer, recueillir cette annonce qui est compliquée, qui est difficile, et pouvoir par la suite se projeter sur un avenir et non pas rester bloqué sur cet instant T qui est, voilà, on vous annonce que vous avez un problème de santé et qu'il va falloir des traitements, un certain nombre de dispositions qui vont devoir être prises. Cela ne va pas être facile tous les jours. Voilà, exactement. Nicole, avant de discuter avec vous de la maladie, puisque vous avez vous-même cette maladie, le lupus, on va en parler, mais juste avant, on va présenter quand même l'association Lupus Guadeloupe. Vous êtes la présidente, une association qui existe maintenant depuis un certain temps. Donc on commencera par présenter l'association. Oui, effectivement, Brigitte, l'association a été créée depuis 2014 par un petit groupe de patients. Donc on a décidé, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un manquement au niveau du département. Donc on a créé cette petite association et aujourd'hui on peut compter en tout et pour tout, bénévoles et membres et sympathisants, une bonne centaine de personnes autour de nous. Quels sont les objectifs de l'association? C'est surtout médiatiser, faire connaître et reconnaître cette pathologie encore méconnue sur le département, créer du lien aussi avec les médecins, dont la présence du docteur Elorimi et la participation du psychologue également, donc professionnels de santé et paramédicaux. Et l'objectif final, c'est surtout de mettre un centre de compétences pour les maladies auto-immunes sur le département. Nous allons revenir tout à l'heure sur l'association, puisque je crois que lundi, ça va être la journée mondiale du lupus. Donc on reviendra sur cette partie-là. J'ai envie de m'adresser maintenant, non pas à la présidente, mais à Nicole, qui se bat depuis fort longtemps avec cette maladie. Nicole, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu rapidement votre parcours? Comment ça a commencé? Ça fait longtemps, puisque là, je suis en train d'entamer ma 34e année de lupus. J'ai eu beaucoup de difficultés au niveau musculaire. J'ai eu beaucoup de douleurs. On ne comprenait pas trop, mes parents ne comprenaient pas trop ce qui m'arrivait. J'avais des difficultés de me tenir debout. Donc, médecin de famille n'ont pas compris. On est passé sur le cardiologue, on pensait que c'était des phlébites, etc. Je me suis retrouvée hospitalisée. Vous aviez à peu près quel âge, Nicole? 18 ans. D'accord. Très jeune, très jeune.
18 ans et hospitalisation, 3 mois. Pendant 3 mois, ça a été long. Je suis rentrée en fin d'année, donc j'ai passé les fêtes, c'est marquant, hein, parce qu'on a passé les fêtes, on passe le carnaval, et à la fin du carnaval, on m'annonce que j'ai un lupus. Donc, comme disait tout à l'heure Villa, la nouvelle, c'est un coup de choc, hein, puisqu'on ne connaît pas qu'est-ce que c'est. Et on m'apprend aussi qu'il y a un traitement qui sera lourd, et que je devrais arrêter de manger du sel, éviter de sortir, enfin, voilà. Donc, à 18 ans, en pleine jeunesse, on peut pas... C'est terrible, c'est juste terrible. C'est terrible. D'autant plus que le corps change avec les corticoïdes, on prend du poids, le visage devient beaucoup plus arrondi, donc l'apparence physique change beaucoup, donc le regard des autres et ce qui entraîne bien sûr l'isolement. Tout à fait. Par la suite, il y a eu des hauts et des bas. L'incompréhension aussi de la maladie fait que ça entraîne aussi l'arrêt des médicaments, puisqu'on dit on prend les médicaments, mais en même temps on se retrouve hospitalisé. Donc à plusieurs reprises, j'ai fait cette erreur d'arrêter le traitement, chose à ne pas faire. Et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps à accepter cette pathologie, et aujourd'hui, je l'ai acceptée. Et de là m'est venue l'idée de créer l'association pour justement aider les personnes qui se trouvent en souffrance aujourd'hui. Ben, vous savez, Nicole, ils sont tous très, très reconnaissants. J'avais quelque chose à vous montrer à la fin de l'émission, mais finalement, pourquoi pas maintenant? Alors, on va marquer la pause, Kevin. Voilà, ça se passe comme ça ici à Canal 10. Quand on a envie de faire quelque chose, eh ben, on peut le faire. Kevin, on va passer la petite vidéo. On va marquer la pause. On va revenir après la vidéo avec Nicole. Et puis ensuite, on fera la pause pour la pub. Voilà. Entendu. Bonsoir, je m'appelle Geneviève, j'ai 48 ans. On m'a diagnostiqué le lupus en 1992 à l'âge de 20 ans, suite à de fortes douleurs aux articulations et des œdèmes. Et par la suite, lors de l'hospitalisation, nous avons vu que j'étais atteinte au niveau de mes reins. Donc j'ai eu un traitement très invasif au niveau de la cortisone et de l'Odoxan, ce qui a engendré malheureusement des nécroses aux articulations, aux os, pardon, et donc la pose de prothèses de hanche. Donc en 2006, je suis rentrée au pays pour me reposer et en fait je suis restée. Et de ça, j'ai eu, grâce au docteur, à mon néphrologue, le docteur Gabriel, il m'a orientée au niveau de l'association où j'ai pu rencontrer Madame Tripoli-Nicole, que je remercie vivement d'avoir créé cette association, parce que ça m'a permis de voir que je n'étais pas la seule dans cette situation et que nous étions vraiment plusieurs à être atteints du lupus à différents niveaux, à différents stades. Donc comme on dit, le lupus, c'est vraiment la maladie aux 1000 visages. Donc Nicole et tous les membres de l'association, je tiens à vous remercier d'être présente, mais surtout à toi d'avoir créé l'association, et je suis heureuse de faire partie d'être adhérente et d'être près de toi. Voilà, bonne soirée, au revoir. Alors, le lupus, c'est une maladie invalidante qui touche énormément de femmes et qui perturbe effectivement la vie de tous les jours. Mais quand on arrive à diagnostiquer rapidement, on sait comment faire, on a le traitement qui convient et on a beaucoup de soulagement. C'est plus facile de pouvoir gérer cette maladie et notamment les poussées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est important de faire en sorte que le lupus soit bien connu de tous. Et c'est vrai que c'est l'objectif de l'association Lupus Guadeloupe, de médiatiser, de faire connaître, mais aussi d'accompagner les malades du lupus parce que souvent ils se retrouvent isolés et ce n'est pas facile à vivre au quotidien. Donc au niveau de l'association, nous essayons de les aider, de les entourer, de les orienter.
Nicole, c'est le poteau mi-temps de l'association. Sans Nicole, il n'y a pas d'association Lupus Guadeloupe. Donc, c'est un bel exemple de femmes motivées, combattantes, qui n'a peur de rien et qui, au quotidien, fait tout ce qu'elle peut justement pour que les personnes atteintes du lupus, qu'elles ne soient pas seules et qu'elles soient bien entourées. Franchement, c'était un exemple, une femme en or. Bonjour Nicole, je voulais te dire un grand merci. Continue pour tout ce que tu fais pour nous. Merci d'être à l'écoute. Et vraiment, tu nous soutiens au quotidien et encore hier. Donc un grand merci à toi et vraiment continue. Gros bisous et à bientôt. Eh bien, ce soir, Nicole, je te dis bravo, je te dis chapeau, je te dis merci. Merci pour celle que tu es, merci pour celle que tu représentes, celle qui est toujours à l'écoute de tout le monde, qui partage tout, qui pense à l'autre avant. Merci d'être entrée dans ma vie, de partager avec toi tant de choses que nous vivons séparément, mutuellement, à travers nos vies respectives. Et pour ça, je te dis merci. Merci d'être ma collègue, mon amie et ma sœur de cœur. Et voilà, Nicole. Ah, il ne faut pas pleurer, tu vas me faire pleurer aussi. Je ne sais pas que dire, parce que j'ai eu ces personnes il y a à peine 2 heures. J'ai demandé à... C'est difficile. Est-ce que Brigitte peut vous appeler pendant l'émission pour un témoignage, par exemple? C'est ça. Voilà, c'est ce que j'ai raconté comme bobard. Il fallait bien raconter un bobard, Nicole. Voilà, donc c'était notre façon. Je suis très, très, très touchée, émue. Les mots ne me viennent même pas, d'ailleurs. Je le fais tout naturellement. Je prends tout ce qui me dit ça. Vous me donnez encore plus de force pour pouvoir avancer. Toutes les personnes qui ont parlé, notamment Pamela, que j'ai eue hier, que j'ai écouté son histoire, qui m'a beaucoup émue, puisqu'elle sort de loin. Elle sort de très loin pour un mauvais diagnostic. Et puis, elle a trouvé la bonne personne, que je n'ai pas citée, qui est présente sur le plateau. Et maintenant, elle a un accompagnement et elle va être encore plus accompagnée avec l'association. Karine aussi, qui est à mes côtés, Valérie, Geneviève. Mais en tout cas, merci de ce beau témoignage. Enfin, je bégaye. Lauriane. Laurane qui voulait participer avec nous, mais comme tout ça a été fait 5 minutes avant l'émission, on n'a pas eu le temps en fait de récupérer la vidéo, mais on lui dit que vraiment on est super touchés qu'elle ait eu l'envie et qu'elle ait eu cette motivation pour nous envoyer la vidéo. D'autant plus qu'elle passe vraiment des moments très difficiles. Le diagnostic n'est pas encore vraiment terminé. Mais à mon avis, elle est en train de développer et c'est difficile pour elle. Voilà, je l'encourage à tenir bon et je suis là avec elle. Je serai là avec elle à ses côtés. Comme tu le fais souvent, Nicole. En tout cas, merci Brigitte, c'est vraiment une belle surprise. J'en tremble. Mais vraiment, merci de tout cœur. Docteur, on lui répond surtout qu'elle le mérite. Elle le mérite. Je suis complètement d'accord. C'est grâce à Nicole que je suis là ce soir. Quand je me suis installé en Guadeloupe pour travailler sur le projet de maladie auto-immune, elle est venue me chercher. Elle m'a dit, écoute, on va faire ça. On a fait plein de projets. Les journées mondiales du lupus, les émissions, diffuser les connaissances sur la maladie. Puis surtout, alors moi de mon côté, ce qui est peut-être plus important, c'est que je sais que les patients sont accompagnés par l'association. C'est-à-dire que quand je vois une jeune patiente qui, comme on en parlait, je fais l'annonce, en 20-30 minutes, son avenir change complètement, sa vie change en quelques instants. Et donc même si on prend du temps et qu'on essaie d'être là, à un moment... la consultation se termine et puis le patient, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, il est tout seul après. Donc c'est vrai que derrière, qui va prendre le relais, c'est les associations pour réexpliquer les messages,
redonner les conseils, les psychologues qui vont accompagner sur un temps beaucoup plus long. Et donc, nous, on voit les patients tous les mois, tous les 3 mois au maximum. Mais une association peut être là tous les jours, surtout aux heures, je pense, les plus tardives, quand on appelle Nicole quand ça va pas, qu'on a un coup de stress, qu'on sait pas comment gérer. Et ça, c'est vrai que ça change tout pour les patients. Donc moi aussi, je la remercie, je la félicite de tout son travail, parce que sans elle, il n'y aurait pas tout ça, je pense, effectivement. Docteur, comment soigne-t-on cette maladie? Alors les traitements, c'est comme on le voyait dans les vidéos, il y a des traitements alors soit légers, quand la forme de la maladie est légère, c'est-à-dire que quand c'est qu'une atteinte cutanée articulaire, on a des traitements comme le fameux Plaquenil, on en a beaucoup parlé récemment, les corticoïdes à faible dose, et ça permet de gérer les crises. Et puis malheureusement, des fois la maladie est beaucoup plus grave, avec une atteinte rénale, donc le rein c'est un organe qui est très important, qui peut être détruit par le lupus, comme le cerveau, et donc là il faut des traitements beaucoup plus forts. On l'a entendu pendant l'émission, là c'est l'endoxan, des corticoïdes à forte dose, les patients ont besoin d'être hospitalisés à ce moment-là, et c'est des traitements qui sont qui donnent des effets secondaires, qui peuvent donner des risques d'infection, qui peuvent, notamment pour les femmes, diminuer la réserve ovarienne et donc entamer la fertilité future si les doses sont sur de très longues périodes. Donc tout ça, c'est géré par du coup des centres spécialisés pour adapter les traitements. Et après, on essaie toujours de revenir au traitement le plus efficace, mais le moins toxique pour le long terme, pour éviter que la maladie revienne. Et après, c'est des traitements sur des années. Donc là, on a d'autres comprimés, comme le Celsep, comme le méthotrexate. Heureusement, c'est une maladie, on a beaucoup de traitements qui sont quand même disponibles. Il y a beaucoup de recherches qui est faite sur ce sujet-là. Et donc, on combine, en fait, des différents traitements à différentes phases d'activité de la maladie pour que l'objectif, en fait, c'est toujours d'avoir une maladie contrôlée, inactive, avec le moins de poussées possible. On essaie toujours de résumer un petit peu pour les patients ces 3 phases: c'est contrôler les poussées. Quand la maladie est là, on traite la crise. Après, essayer de trouver à moyen terme, entraîner une réduction des poussées, puis à très long terme, avoir une vie normale, épanouie, avec un traitement qui permet d'avoir le moins d'effets secondaires et qui soit supportable sur des années. Et des fois, on n'a pas de traitement. Des fois, on peut même tout arrêter. Alors, toujours garder quand même un minimum le Plaquenil, le Cortencil. Mais on peut avoir des années sans traitement, quand la maladie est inactive, quitte à reprendre plus tard lorsque la maladie revient. Mais si c'est en accord avec le médecin, que la maladie est stable, c'est des phases d'années ou d'ouverture où on peut un petit peu permettre au corps un petit peu de se désintoxiquer aussi des traitements qui ne sont pas faits pour non plus durer des décennies. Et puis, on parle d'une maladie qui n'est pas visible. Quand c'est comme ça, Nicole, c'est d'autant plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué à faire comprendre son entourage, l'autre, celui qui est face à soi, vis-à-vis surtout des douleurs, comme parlait Gaspard Hassan tout à l'heure, les douleurs, la fatigue, qui est le plus souvent inopinée. Donc, inattendu, en fait, on peut être très bien, et il suffit 5 minutes après, le coup de massue, moi c'est comme ça que je l'appelle, arrive, et ça, il faut se poser, il faut écouter son corps, se poser 5-10 minutes, et ensuite repartir. Ouais. Et ça, c'est difficile à faire comprendre à l'autre, oui. Et puis, Angela, je rappelle, Madame Anani Angela, qui est psychologue, j'imagine que dans ces cas-là, on ne doit pas suivre seulement la personne atteinte de la maladie, mais aussi son entourage. C'est indispensable, puisque la personne atteinte vit avec sa famille, elle n'est pas toute seule sur une île déserte. Et donc forcément, ces à-coups de fatigue, et puis à nouveau de l'énergie, puis à nouveau un coup de fatigue, ces douleurs chroniques qui vont aussi avoir souvent l'impact sur le sommeil, un impact sur l'humeur. Donc vous avez des personnes qui vont, pour certaines, présenter des signes de troubles dépressifs au long cours. Donc c'est vrai qu'autour, l'entourage, il ne sait jamais trop sur quel pied danser. Il a du mal des fois à comprendre ces changements qui sont plus ou moins imprévisibles en fait. Et donc oui, ils ont besoin aussi d'être accompagnés, d'être entendus dans leurs difficultés du quotidien, parce que c'est compliqué pour le patient, mais c'est compliqué pour l'entourage aussi.
Et c'est surtout permettre le dialogue, permettre aux patients de pouvoir dire à ses proches comment il se sent, ce qu'il ressent, et trouver un petit code au niveau de la communication pour les moments où il ne pourra pas faire des longues phrases et faire des discours interminables, avoir un petit code en commun pour dire, bon ben voilà, quand je dis ce mot-là ou quand je fais ce geste-là, ça veut dire que ça ne va pas, il faut me laisser tranquille, ou au contraire, il faut être avec moi, il faut peut-être avoir un contact physique parce que j'ai peut-être besoin d'être caressé à ce moment-là. Enfin, ça dépend un petit peu. Mais voilà, essayer de faciliter la communication de manière à ce que lorsqu'il y a des poussées, lorsqu'il y a des difficultés de communication parce qu'on est douloureux ou trop fatigué ou qu'on a on ne sait pas, on va pas bien, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais qu'on puisse quand même l'exprimer et que l'entourage comprenne que il y a un moment en particulier, donc je sais comment je dois agir dans ce moment-là. Donc ça se prépare en amont, tout ça. Alors Nicole qui secoue la tête parce qu'elle comprend tellement fortement ce que Angela est en train de nous expliquer. Tout à fait, puisque on retrouve souvent chez les lupiques des sauts d'humeur. Donc on change, vraiment il n'y a pas de raison, il n'y a rien et on peut changer d'humeur, on n'a pas envie de parler, on veut être seul et ça aussi vis-à-vis de l'entourage c'est difficile. On parle souvent de grosse fatigue, oui. J'imagine que dans le domaine professionnel, ça ne doit pas être chose évidente, Nicole? C'est pas chose évidente, mais il faut savoir aussi que la maladie est reconnue par la MDPH. Donc, on est en train de travailler là-dessus, encore une fois, avec Dr Elohimi, pour inciter les personnes atteintes de la maladie du lupus à faire cette reconnaissance pour qu'ils soient au moins protégés, pour qu'il y ait par la suite un poste adapté à leur activité professionnelle. C'est très important. C'est très important. Oui. C'est très, très important. Oui. On a Marilyn de Bemao qui nous demande si on guérit du lupus, docteur. Alors, malheureusement, on ne pourrait pas utiliser ce terme-là parce qu'on se soigne, on contrôle sa maladie, mais on ne peut pas vraiment guérir. La maladie sera toujours présente. Bon, après, c'est vrai que à partir d'un certain âge, en fait, la maladie s'en va un petit peu d'elle-même. Après, c'est rare qu'après 70 ans, généralement, la maladie n'est plus très active. Mais c'est vrai que, bon, pendant qu'elle est à l'âge adulte, la maladie est présente. Et donc, en fait, le but, c'est de pouvoir la contrôler, se soigner, diminuer son activité, mais pas tout à fait en guérir complètement. Cathy de Saint-Barth demande à la psychologue comment les parents peuvent aider au mieux une personne de la famille atteinte du lupus. La communication, l'écoute autant que possible et puis de la patience parce que c'est vrai qu'il y aura des hauts, il y aura des bas. Et l'idée, c'est que la famille dans son ensemble chemine avec la personne atteinte et qu'elle ne soit pas seule face à son désarroi psychologique. Il y a les médecins qui vont prendre en charge tout ce qui est physiologique, mais en général, le psychologique, c'est l'entourage qui s'en charge. Et là, voilà, que la famille soit présente, qu'il y ait beaucoup de communication, qu'on arrive à trouver des codes, et puis que la personne aussi qui est atteinte puisse aussi, je dirais, cultiver un peu son capital plaisir. C'est-à-dire les moments où ça va bien, faire des choses qu'on aime faire, qui nous font plaisir. Et on peut prendre une photo, on peut annoter sur un calendrier que tel jour, à telle heure, on a pris un bain de mer et c'était extraordinaire, par exemple. Ce sont des choses du quotidien. Et puis les moments où ça ne va pas bien, on va pouvoir revenir sur ça parce qu'on aura une petite trace écrite et se dire « Ah, c'était bien » et se retrouver psychologiquement dans l'état de bien-être qu'on a vécu lorsqu'on était dans ce bain de mer, pour reprendre cet exemple. Ça permet aussi de tenir sur les moments où ça ne va pas trop, où c'est un peu plus compliqué, où c'est douloureux aussi, puisque les articulations provoquent des douleurs qui ne sont pas forcément soulagées tout de suite. Donc voilà, il faut qu'il y ait vraiment un engagement des deux, et du patient et de la famille. Carole de Baïf demande à Nicole ou au docteur comment reconnaît-on une poussée de lupus?
Nickel. Pensez autant que moi sur le lupus. C'est toujours les douleurs qui sont toujours omniprésentes, sont un petit peu plus importantes. Et puis la fatigue aussi est beaucoup plus importante. Et puis on peut avoir aussi des œdèmes, des gonflements au niveau des doigts, des chevilles. Donc il y a des petits signes quand même avant-coureurs qui indiquent qu'on va vers une poussée lupique. Donc peut-être d'autres éléments, peut-être plus purement médical. Voilà, c'est les éléments les plus importants, c'est ceux-là. Effectivement, la fatigue, on se sent très fatigué. Oui. On a des douleurs articulaires qui se réveillent immédiatement, on le sent. C'est plus du tout la même situation. On a mal partout. Et puis alors c'est vrai que malheureusement, dans les formes d'organes plus discrets, mais tout aussi graves, par exemple le rein, on peut faire des poussées au niveau rénal sans s'en rendre compte vraiment. Mais souvent, c'est quand même associé à l'atteinte articulaire, à la fatigue, aux poussées de signes cutanés aussi, les plaques qui reviennent, les éruptions sur le corps qui reviennent. Donc voilà, c'est un ensemble de choses. Mais c'est vrai qu'on surveille beaucoup les patients régulièrement et notamment on vérifie le bilan rénal parce que c'est quelque chose qui peut s'aggraver sans qu'on s'en rende compte, qui n'est pas forcément parlant. Tout à fait. On a Clotilde qui nous demande, est-ce que le lupus est héréditaire ? Alors heureusement non, c'est pas une maladie qui est ni contagieuse, c'est pas lié à un élément infectieux, donc c'est pas quelque chose de sexuellement transmissible par exemple, et c'est non plus pas quelque chose d'héréditaire sur le plan génétique, bien qu'il y a quand même un terrain génétique d'auto-immunité, c'est-à-dire que dans les familles, on voit bien qu'il y a un terrain avec des gènes liés à ces maladies auto-immunes. On peut retrouver un antécédent chez la mère, chez une tante, chez le père d'une présence d'une maladie auto-immune. Mais c'est pas forcément si on a un lupus qu'on le transmet à ses enfants. On a par exemple 20% de terrain d'auto-immunité familiale, de 20% d'explications d'origine génétique pour un malade. Donc voilà, ça Nicole, oui. Quand vous avez mal, alors déjà, vous êtes maman ? Oui. Comment ça s'est passé en période de grossesse ? Ça s'est bien passé. C'est après que j'ai développé le lupus. C'est suite à la grossesse que j'ai développé le lupus. Le lupus. Voilà. Docteur, c'est souvent comme ça ? Alors c'est vrai que les grossesses sont un élément qui est très à risque. Pourquoi ? Parce que le lupus, il a une composante hormonale, il répond au pic d'œstrogène. Et c'est pour ça qu'il y a une prédominance très nette de femmes touchées par cette maladie par rapport aux hommes. C'est quasiment un homme pour 10 femmes touchées. Donc ça n'a rien à voir. Et la deuxième chose, c'est que pendant une grossesse, on a vraiment une explosion du taux d'hormones lié au développement de l'état de grossesse. Et donc les maladies peuvent se réveiller. Pendant très longtemps, on interdisait même aux femmes de faire des grossesses quand elles avaient cette maladie, ce qui maintenant n'est plus du tout le cas. Mais on essaie quand même toujours d'encadrer au maximum cette période-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la maladie peut se réveiller. Donc ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas avoir fait une poussée très forte, très grave les 6 mois précédant la grossesse. Si la maladie est stable, depuis plus de 6 mois, il n'y a aucun problème, on va pouvoir faire une grossesse. Et la deuxième chose, c'est à cause des traitements qu'on utilise pour contrôler la maladie. Beaucoup de ces traitements-là sont contre-indiqués pendant les grossesses, donc il faut tout simplement les arrêter, qu'on les remplace par une molécule qui est tout à fait compatible avec la grossesse. On en a plein, le tacrolimus, les corticoïdes, et qu'on attende 3 mois généralement, le temps que les précédents traitements soient éliminés du corps humain, et après on peut faire une grossesse. Donc ça veut dire que c'est vrai qu'il y a une petite surveillance médicale, il faut pas se précipiter, il faut essayer d'avoir un projet de grossesse, d'un petit peu se préparer sur l'année d'avant, l'année d'après, faire le point avec son médecin spécialiste avant, mais maintenant il n'y a aucun souci, on peut faire ça. Docteur Elorimi, on sait actuellement où nous en sommes de la recherche en direction de cette maladie? Alors, la recherche, elle est très active. C'est vrai qu'il y a eu un énorme essor dans les maladies auto-immunes de manière générale, avec l'éclosion et le développement de ce qu'on appelle les biothérapies. Donc, en gros, pour expliquer, comme on a des anticorps ou certaines molécules qui sont responsables de l'activation de la maladie, et bien maintenant, on arrive à cibler vraiment la molécule qui déclenche chaque maladie. Ça a pris 20 ans de recherche, mais on a su identifier ces molécules et maintenant concevoir une molécule qui va bloquer cet élément biologique. Donc ça a été vraiment l'explosion avec les biothérapies. Malheureusement, dans le lupus, il y a tellement de voies de communication, tellement de voies d'activation de cette maladie
que les molécules qu'on a identifiées lorsqu'on a développé ces traitements-là, on n'a pas eu un énorme succès. Donc la recherche continue de toute façon sur ce domaine-là, d'essayer de contrôler la maladie sans avoir un effet trop large sur le corps humain, parce qu'aujourd'hui, le problème des traitements qu'on utilise pour le lupus, c'est qu'ils vont de manière générale diminuer l'activité du système immunitaire, mais tout le système immunitaire. Alors dedans, le lupus est touché, et donc du coup, la maladie est contrôlée, mais c'est aussi le système immunitaire qui nous protège des virus, des bactéries, d'autres fonctions vitales. Et donc forcément, on a ces effets secondaires-là. Plus on arrive à cibler l'activité de la maladie à qu'une ou deux voies d'activation, et ben on arrive à être plus précis sur le contrôle. C'est le cas dans la polyarthrite rhumatoïde, ça a été le cas dans d'autres maladies auto-immunes très proches que le lupus, mais pour l'instant on a toujours ce dernier obstacle, cette dernière marche à passer qui n'est pas encore tout à fait franchie. Alors il y a quand même l'apparition de nouveaux médicaments, heureusement, depuis les 10 dernières années, qu'on a tout à fait la possession en Guadeloupe, qu'on utilise, mais qui ne sont pas sur les formes très graves de la maladie, qui sont sur les formes modérées. Donc déjà, c'est intéressant, mais on espère que là, je pense, dans les 10 prochaines années, il va y avoir de grandes arrivées, parce qu'il y a 10 molécules qui sont en train d'être testées depuis plusieurs années. On attend un petit peu les résultats, mais... Les choses avancent. Oui, les choses avancent, bien sûr. On a Gary de Sainte-Anne qui demande à Madame Anani, psychologue, est-ce qu'une thérapie en famille serait conseillée pour mieux accompagner une personne atteinte de lupus dans la famille? Bien sûr, si le patient le souhaite et si les membres de l'entourage sont d'accord, il n'y a aucun souci. Bien au contraire. Ça ne peut être que du bon. Ça ne peut être que bénéfique. Notamment les enfants. C'est intéressant de comprendre pourquoi maman aujourd'hui n'est pas en forme, ne s'est pas levée pour préparer le petit déjeuner, des choses comme ça. C'est important que les enfants puissent aussi avoir accès à cet espace neutre où ils vont pouvoir exprimer aussi leurs difficultés face à cette maman qui, certains jours, n'est pas au mieux de sa forme. Donc c'est vraiment profitable. Nicole, lundi 10, ce sera la journée mondiale du lupus. L'association Lupus Guadeloupe a pour habitude de marquer cette journée et de mettre, pas seulement cette journée, mais autour de cette journée, d'avoir un programme. C'est vrai que la situation sanitaire ne vous permet pas de faire comme les autres années, mais vous avez trouvé une solution. Oui, on a trouvé une solution. Donc, on a déjà, on maintient quand même l'événement, la Journée mondiale du lupus. On l'a reporté en octobre prochain. Donc, on a arrêté pour thème lupus et accompagnement sociaux. Très bien. Voilà, sous ce thème-là. Donc, on va mettre en avant les aides au niveau de la CGSS par rapport à l'assurance maladie, la MDPH pour la reconnaissance en tant que maladie invalidante et également pour le retour à l'emploi, la JCAP emploi. Très bien. Les choses ont bien avancé. Oui. Quand on cite tout ça, on se rend compte. On voit l'évolution. Oui, on se rend compte. Et puis, vous étiez là il y a 2 ans. Oui. On en a parlé et quand même, on en a parlé autrement. On voit bien qu'entre-temps, on a encore des choses qui ont changé, qui ont avancé. C'est que du bonheur. Que du bonheur, que du positif. L'association nous proposera quoi exactement cette année? Cette année, ça sera ce thème-là, lupus et accompagnement sociaux. Donc, comme je dis, le mois d'octobre, on va essayer également de joindre à cet événement des activités qu'on n'a pas pu réaliser par rapport au Covid l'an dernier. On a une manifestation sportive, peut-être qu'on va reprogrammer également. Mais pour le 10 mai, nous marquons également le coup. Enfin, on marque cette journée avec une visioconférence que nous a proposée le centre de référence des maladies auto-immunes de la Pitié-Salpêtrière. Tout chacun peut participer. Comment ça se passe? Alors, il faudrait que cette personne qui souhaite participer à cette visioconférence rentre en contact avec l'association afin qu'on puisse envoyer l'adresse mail pour pouvoir obtenir le lien Zoom. La transition est toute faite alors pour donner les coordonnées de l'association et puis l'adresse pour les réseaux. Enfin, comment devons-nous faire pour entrer en contact avec l'association? Alors, on peut rentrer en contact avec l'association assez facilement. On a 2 numéros à disposition, 06 90 63 19 36.
Je reprends, 06 90 63 19 36. Et l'autre numéro, 06 90 67 84 73. 67 84 67 13, pardon. 73. Il y a également la page Facebook qui est alimentée, Lupus Guadeloupe, association Lupus Guadeloupe, et la boîte mail associationlupusguadeloupe@gmail.com. Si vous aviez un message à faire passer à l'ensemble des personnes qui souffrent de cette maladie et qui se posent beaucoup de questions, qu'est-ce que vous diriez à toutes ces personnes? Alors, le lupus, c'est une chose, c'est vrai. On nous apprend qu'on est malade, voilà, on va vivre avec. Elle est là, vous êtes là, vous savez ce que vous êtes, donc vous avancez. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a les douleurs, même s'il y a l'incompréhension des autres, même s'il y a le regard des autres, vous savez vos valeurs, donc vous avancez. Et avec ça, avec ce moral positif, on peut vivre avec le lupus. Bien, je ne vais pas aller jusque-là, mais on peut vivre avec le lupus, oui. Angela, si il fallait dire un petit mot pas seulement aux personnes atteintes de la maladie, mais aussi aux proches, parce qu'on parle souvent de la personne malade, mais on ne parle pas peut-être suffisamment de l'entourage, et ça c'est très très important. Oui, mais juste avant, une petite précision, on a parlé très rapidement du lieu de travail, du milieu professionnel. Il y a des psychologues qui interviennent en milieu professionnel et qui peuvent tout à fait adapter le poste de travail aux particularités. Donc ça, c'est important aussi, et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de demander la reconnaissance auprès de la MDPH, de travailleurs porteurs d'handicap, parce que derrière, il y a vraiment tout un processus qui va se mettre en place et qui va permettre non seulement d'un point de vue matériel d'organiser le poste de travail, mais surtout d'un point de vue relationnel avec les collègues, avec la hiérarchie, de pouvoir présenter un petit peu la difficulté du travailleur, pour le coup, en milieu professionnel. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'entourage, il ne faut pas hésiter à demander un soutien psychologique aussi. Il ne faut pas hésiter à venir en famille, comme on l'a dit tantôt. Il ne faut pas hésiter à parler, à verbaliser ce que l'on vit, avec bien sûr quelqu'un qui va pouvoir accompagner cette prise de parole pour qu'il n'y ait pas de malentendus, d'incompréhension, de manière à ce que chacun puisse être tout à fait à l'aise et tant le patient que son entourage face aux montagnes russes que la maladie va faire vivre à tout le monde, l'entourage et la personne atteinte. Donc oui, vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est dialogue, parole et expression de soi, et pouvoir vivre le plus près possible de ce qui se passe dans le corps de la personne, mais sans forcément se focaliser que sur la maladie, parce que c'est d'abord un être humain, avant d'être une maladie A, B, C, D, Y. C'est d'abord un être humain, donc vraiment ne pas oublier cette dimension qui est primordiale. C'est ma maman, ou c'est mon épouse, ou c'est ma fille, avant que ça soit une pathologie particulière. Tout à fait. Docteur, avant de nous faire un petit mot pour la fin de l'émission, on a bien compris que cette maladie demandait à plusieurs professionnels de santé de s'occuper du patient. On a parlé tout à l'heure du corps qui change, de l'alimentation. Donc je suppose que là, un professionnel, on doit se rapprocher d'un professionnel d'une diététicienne au départ, pour correctement s'alimenter. Oui. Je suppose aussi que l'activité physique est conseillée, mais pas n'importe comment. Il faut qu'elle soit adaptée. Oui. On a vu que la psychologue, que c'était important. Donc on se rend compte qu'en fait, oui, on a notre médecin qui va nous suivre, mais à côté, il y a vraiment plusieurs professionnels de santé
Exactement, hein. C'est vrai que ce qui permet maintenant de faire la différence sur ces maladies complexes, c'est de travailler en réseau, de ne pas travailler seul, que le patient ne se retrouve pas seul aussi. Hein, c'est-à-dire que il y a en fait toute une chaîne de spécialistes. Hein. Donc on a parlé des diététiciens, du psychologue, du réseau d'associations, des aides sociales qu'on peut mettre en place. Il y a des centres de compétences, hein, que ce soit au CHU ou au CHBT. On va regrouper les médecins spécialistes de cette pathologie-là. On fait intervenir des infirmiers, des prestataires de soins à domicile pour que le patient, dans son logement, il ait aussi accès à la continuité de ses soins, s'il a besoin de matériel. On fait venir des kinésithérapeutes au domicile. Et on se rend bien compte que maintenant, voilà, hein, c'est plus la relation médecin-malade qui était la chose qui était du siècle précédent. Hein. C'était comme ça que ça se passait, une consultation. Bon, maintenant, c'est complètement fini. On travaille à 10 autour d'un patient. Et ce patient, s'il n'est pas seul, il a 10 personnes autour de lui pour les conseils. Je pense que c'est que comme ça aussi qu'on arrive à aller atteindre un objectif, parce que c'est tellement compliqué. Il y a tellement de patients. On ne parle pas d'une pathologie où il y a 10-20 cas. On parle de 400-500 cas sur le territoire et c'est des maladies très lourdes. Donc nous-mêmes, à l'hôpital, on peut être submergé si on est tout seul. Donc moi, je ne travaille pas tout seul. Hein. Il y a d'autres spécialistes avec moi, le docteur Baillet, le docteur Montagnier. Il y a des spécialistes au CHU qui s'occupent de lupus. Donc tout ça fait quand on a un réseau, et je refélicite vraiment Nicole Tripoli qui m'a fait rentrer dans ce réseau, qui a permis de développer ce réseau depuis de nombreuses années, parce que on se rend compte qu'en fait on est obligé de travailler vraiment tous ensemble, et c'est là où on obtient des résultats vraiment. Merci, docteur. Merci d'être venu. Pour ceux et celles qui ont pris en cours l'émission, je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne au CHBT, docteur Racine Elourimi. Merci à vous d'être venu ce soir. Beaucoup. Nicole, moi j'aimerais vous dire merci. Je vais rejoindre Geneviève, Valérie, Pamela et Karine pour vous dire bravo, vous dire merci. J'espère qu'une prochaine fois, on pourra faire encore une émission et cette fois-ci avoir peut-être la sécurité sociale, pourquoi pas, ou encore la MDPH, hein, voilà. Ou l'assistante sociale, qui a un rôle aussi. Primordial face à cette maladie, pour accompagner voilà, le patient. Tout à fait. Merci Brigitte. Nicole, merci d'être venue. Merci à toi. Merci Angela, qui répond de temps en temps à nos invitations ici à Canal 10. Ça nous touche énormément. Merci du temps que vous nous accordez à chaque fois et surtout merci pour les téléspectateurs. Merci à vous. Merci. Eh bien, nous, on va se donner rendez-vous. Alors, peut-être pas jeudi prochain, parce que ce sera un jeudi férié. Donc, il n'y aura pas Santé 10, il y aura autre chose. Mais le jeudi d'après, et nous allons faire une belle émission. Je n'en dis pas plus. Suivez-nous sur les réseaux.